Bienvenue pour ce second temps fort du deuxième jour des journées digitales de l'expérience client. Nous allons nous demander pendant 45 minutes comment, dans ce contexte de crise sanitaire, Biogarant poursuit son activité en télétravail pour son centre de contact. Et pour parler de ce sujet, nous accueillons David Gauthier, BRM Relations Clients, direction des systèmes d'information. Bonjour David. Bonjour. À vos côtés, Laurent Bouvier, chef de projet SI et Relations Clients, également chez Biogarant. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laurent. Geoffroy. Bon, c'est pas grave, ça m'arrive toujours. et puis last but not least, Frédéric Durand, fondateur et CEO de Diabolocom. Bonjour Geoffroy. Bonjour Frédéric. Pour rappel, Diabolocom est une solution d'appel et email intégrée aux outils métiers. Rentrons dans le vif du sujet. La vision et de l'expérience du client chez Biogarant. David, ça vous évoque quoi, cette question? D'abord, Biogarant, c'est un laboratoire français de distribution de médicaments génériques. D'accord. Nous desservons l'ensemble du territoire national de nos produits, donc tout particulièrement au niveau national et Afrique francophone, je ne vais pas préciser, mais parce qu'on a cette activité-là. Et puis deux filiales que l'on a aussi sur l'Afrique. L'Afrique anglophone, une société qui s'appelle Swifa, qui distribue aussi des médicaments génériques pour le territoire africain, et un autre sur le continent américain qui est Farlab, pour le Brésil. Voilà. Donc France, marché francophone en Afrique, tout à fait. Marché anglophone et Brésil. Et Brésil, tout à fait. D'accord, très bien. Laurent, l'organisation du service client, ça se passe comment chez Biogarant? Alors en fait, on a un centre de contact qui est composé de 25 agents. Avec 4 managers. D'accord. Sur ces managers-là, ils sont dispatchés entre guillemets sur 3 pôles. On a tout d'abord le service client qui va répondre aux attentes de nos clients, donc nos pharmaciens, tout ce qui concerne en fait avec les commandes. Ensuite, on va avoir l'administration des ventes. Sur l'administration des ventes, c'est vraiment un soutien en fait à notre force commerciale. Puis on a un troisième pôle, excusez-moi, sur l'information médicale. Alors l'information médicale, c'est des questions médicales qu'ont les patients et que nous, laboratoires, nous sommes dans l'obligation de leur apporter une réponse. D'accord. Ils vont traiter également des cas de pharmacovigilance. D'accord. C'est quoi la pharmacovigilance justement Alors pharmacovigilance, c'est quand vous avez un effet secondaire, en fait, quand vous prenez un médicament, vous avez un effet secondaire inattendu ou attendu par rapport à la notice. D'accord. Nous devons réceptionner ces cas. Donc, des professionnels de santé et également des patients vont nous appeler pour nous transmettre ces cas-là. Donc, c'est une obligation légale. Vous faites remonter de la data pour les autorités de santé, se dire... C'est exactement ça. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, vos clients finaux, ce sont les pharmaciens, les officines. Voilà, principalement, c'est les officines. D'accord. Et ensuite, quel autre type de client vous vous adressez? Alors, on a une autre activité, mais pour laquelle la partie relation client, dont on va parler aujourd'hui, ne fait pas partie, mais on a aussi une activité côté hôpital. Voilà, d'accord. Où on distribue aussi des médicaments de la gamme dite biosimilaire. Voilà. D'accord, biosimilaire. Ce sont des médicaments à base de molécules, on va dire, vivantes, et non pas forcément chimiques, pour le coup. Donc, des médicaments qui sont, en général, transmis en intraveineuse. Par exemple, comme la levure. Si nous évoquons la gestion de la crise sanitaire chez vous, Laurent, comment a été impacté Biogarant au niveau groupe? Alors en fait, on sentait venir la crise sanitaire, donc on n'a pas eu d'impact à proprement parler. Exactement. En fait, on a fait enregistrer un message vocal qui annonçait en fait sur notre serveur vocal interactif que tous les cas qui n'étaient non urgents soit traité par les officines qui nous envoient en fait un email. Donc normalement on ne privilégie pas ce canal-là, mais en fait pendant la crise on l'a privilégié. On bascule vers l'email, d'accord. Exactement. Et en termes d'activité, pic d'activité Non, on n'a pas eu de pic, ça a été stable. D'accord. Oui, on a maintenu un taux d'activité à la normale. Donc une relation client fluide malgré le contexte en fait. Oui, tout à fait. D'accord. David, comment justement vous avez géré votre service client? Quels ont été l'impact? Est-ce qu'il y a eu des réductions d'effectifs, du chômage partiel, du télétravail? Ça s'est passé comment? Alors pour le coup, le côté centre de contact, vu qu'on a été assez
rapide à mettre en œuvre tous les outils. On a été capable de fournir à tous nos téléconseillers un matériel optimal. Ils ont pu partir aux alentours du 16 mars avec tous leurs PC portables. D'accord. Donc avec tout l'outillage leur permettant de pouvoir continuer à assurer un service de qualité et pouvoir toujours répondre à nos clients officines. Sur les 25, on a juste déploré, enfin c'est pas forcément un mot déploré, mais une personne qui était en chômage partiel, donc qui était liée plus à son domaine familial. D'accord, Voilà. oui. Ah oui. Mais sinon, l'ensemble des acteurs, des conseillers ont été en capacité de répondre à toutes les sollicitations. Donc, assurer le service client à distance, ça nécessite d'être raccord avec Oui. la DSI. Et la DSI, là, pour le coup, a su répondre, véritablement. Oui, oui. Ça s'est passé comment, justement, au niveau de l'outillage, concrètement? Comme je vous disais, ça s'est passé de la façon où on a senti venir un petit peu une semaine avant le vent venir du confinement. Et donc, voilà, comme je vous disais, on a préparé tout un panier pour qu'ils puissent partir dans des conditions normales, c'est-à-dire avoir un laptop, avoir toutes les connexions possibles et l'accès à tous les outils qui font qu'ils ont besoin d'être en relation avec nos clients. La solution Diabolocom et d'autres outils que nous avons. L'accès VPN, ça a été pendant le L'accès VPN, ça a été. Alors effectivement, hein, les premiers jours ont été un petit peu à tatillon parce qu'il y avait besoin de mettre quelques coups de tournevis, histoire d'assurer. Mais le service, après, dans l'ensemble, en moins de 15 jours, était optimal. David, je me tourne vers vous. Comment vous avez réussi à superviser, manager Pardon, David. Comment avez-vous réussi à superviser vos équipes? Ce que l'on a fait, c'est que côté plateau de la relation client, on a maintenu 3 types de réunions. On avait d'abord nos réunions entre nous, superviseurs, pour un petit peu savoir comment se passait l'activité. Donc ça, c'était et puis voir si tout était fonctionnel. Ouais. Ensuite, on avait aussi cette proximité que l'on avait vis-à-vis de téléconseillers débutants qui étaient aussi eux accompagnés. Ça faisait combien de temps justement quand le confinement était On avait des gens qui étaient là à peu près depuis 15 jours, maxi un mois, et donc c'est pas beaucoup. Ouais. Non, et donc ils sont arrivés malheureusement dans une période un peu, comme je dis, assez inédite, et on a mis un peu le focus pour les accompagner. Donc tous les jours, il y avait un point avec ces personnes débutantes pour les accompagner, pour répondre à leurs questions. Et puis après, pour l'ensemble, parce que nous sommes 25, et pour continuer à assurer le service, on organisait aussi des réunions par 3. D'accord, ouais. Histoire de capter du feedback, de prendre un petit peu la température de l'état d'esprit. Et ça va, c'est justement ces jeunes profils qui étaient en onboarding pour accrocher les wagons, il y a eu un peu plus d'inquiétude ou finalement Pas tant que ça, parce que c'est quand même des profils assez jeunes pour le coup, donc et qui sont hyper appétents à ce type d'outils. Donc voilà, là c'est plus de les accompagner dans les difficultés qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de certains clients ou comment savoir les rassurer ou tenir un discours. Ah oui. Et comment le lien social, ça a été un gros enjeu du confinement pour tout le monde, dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle. Vous avez su maintenir le lien comment chez vous? En créant ces points de rendez-vous quotidiens. Véritablement. Je pense que Laurent en parlera mieux que moi, mais des points de rendez-vous quotidiens qui permettent d'avoir toujours, d'être comme si on était sur le plateau, sauf que là, on avait tous les outils aussi derrière qui nous permettaient de pouvoir se voir visuellement en vidéo et de pouvoir échanger, ressentir un petit peu l'état d'esprit et puis être en capacité de répondre. Les premiers jours ont été quand même... on a eu beaucoup de demandes côté chat, parce que c'était la première fois qu'on arrivait du jour au lendemain, on se dit on s'en va et on se retrouve chez soi et la vie continue, quoi. Et on assure le service. D'accord. Et justement, là, Frédéric, vous avez travaillé un peu avec Frédéric. Oui. Ça s'est passé comment justement pour aider à superviser votre relation client? Avec Frédéric, ce qui est bien, c'est que on a l'outil Diabolocom, et l'outil, ce qui est très intéressant, c'est que même en dehors de nos locaux, est accessible.
qui est accessible. Donc, il nous permet de pouvoir faire de la double écoute, c'est-à-dire qu'on était en capacité, au besoin, et surtout pour accompagner ces jeunes gens qui débutaient un petit peu sur la fonction de téléconseiller, de pouvoir les écouter et de leur donner des conseils. Et puis, ce qui nous permettait aussi, toujours la solution Diabolocom, c'est aussi de pouvoir suivre tous nos KPI, savoir où en est l'activité, si on n'avait pas de perte d'appel. Voilà. Je crois savoir, vous aviez aussi un outil collaboratif. Alors, on a aussi cet outil collaboratif. Alors, l'outil collaboratif, c'était plus pour nos réunions. Nos réunions tous les jours, qui nous permettent de pouvoir échanger, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ce qui se passait autour de l'activité. Et de se voir. Parce que je crois que ça, c'est super, enfin, c'est très important. Et puis, il y a cette proximité, c'était de conserver cette proximité. D'accord, donc toujours plein d'outils, mais sans fâcher la DSI toujours. Ah non. Et c'est surtout que c'est la DSI qui met à disposition tous ces outils, donc, bien évidemment. dont nous faisons partie, moi et Laurent. Donc, oui. Voilà. Bien sûr. Laurent, un petit mot à ajouter sur le sujet? Alors sur le sujet, nous, sur l'outil justement de visio qu'on a eu, le déploiement n'aurait pas dû être effectif aussitôt. Par contre, la crise a un petit peu... C'était prévu. C'était prévu, mais dans quelques mois, en fait, on a pu l'accélérer réellement avec toutes les équipes et on a écumé un petit peu les tests et ça s'est très bien passé. Et les collaborateurs ont été ravis en fait, de cet outil qui est arrivé vraiment au bon moment. D'accord. Une adoption, une accélération du digital. Complètement. Comme ont connu beaucoup d'entreprises et de secteurs. Frédéric, chez Diabolocom, ça s'est passé comment justement? Écoutez, nous, notre activité a continué comme si de rien n'était. En fait, on avait Diabolocom est une entreprise qui est née dans le cloud dès le départ et des solutions complètement hébergées. Nos bureaux, finalement, ne sont que des bureaux administratifs et on peut se connecter à l'ensemble de nos plateformes de n'importe quel endroit, de manière totalement sécurisée. Donc finalement, les gens, au lieu de venir au bureau, sont restés chez eux. Et je dirais qu'on avait eu en plus, on s'était bien entraîné pendant les périodes de grève. Voilà, donc tout était rodé et en fait on a été sur le pont dès le premier jour et parfaitement opérationnel pour accompagner nos clients dans leur reconfiguration en mode télétravail. C'est vrai, ce qui est étonnant, ce que vous soulevez, Frédéric, c'est que c'est vrai qu'on a connu la période de grève et que là, les entreprises étaient réticentes face au télétravail. Et là, maintenant, ça c'est rentré dans les mœurs. On ne sait pas comment ça va s'organiser à l'avenir. En fait, la question, ça va être quel est le mix de télétravail, quel est le mix présence au bureau et télétravail. C'est le mode hybride qui risque de se mettre en place. Mais... Ouais, une petite question un peu légère. Vous avez mis des choses en place, pardon. Vous avez mis en place des choses fun durant ce confinement pour un peu divertir vos... Il y avait des channels Slack qui étaient assez actifs, notamment un qui s'appelle Coffee Room, où les gens en fait échangeaient. D'accord. Quand ils avaient envie de faire une pause, pouvaient échanger avec leurs collègues et partager des vidéos, voilà. Toutes choses un peu divertissantes. Ouais, le chat informel, quoi, un peu comme on est dans la machine à café. Exactement, voilà. Essayer de recréer en fait une machine à café virtuelle. D'accord. Même si, effectivement, c'est toujours plus compliqué à distance, hein, mais on y arrive quand même. Oui, moi j'ai essayé les apéros à distance, quand on se déconnecte, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, on perd des points de convivialité. Et puis la bouteille de vin, il y a moins de personnes pour la boire. Ouais, voilà. Donc, bon, ça coûte moins cher aussi, finalement. On boit plus. Revenons à nos moutons plus sérieux. Est-ce que le télétravail, pour vous, Laurent, David, est envisageable et généralisable dans un laboratoire pharmaceutique? David? J'ai tendance à dire que nous, aujourd'hui, face au succès qu'on a eu, à toujours pouvoir assurer cette qualité de service, oui, on réfléchit, cette réflexion est véritablement en cours pour généraliser cette montée du télétravail. Aujourd'hui, il y a quelques réflexions qui sont menées. D'accord. Il y aura une vie après, c'est certain. D'accord. Et justement, si on parle de la vie d'après, Laurent, il y a des choses qui vont être mises en place. Vous pensez à quoi comme projet? Alors, comme projet, en ce moment, on est en train de mettre en place, avec la solution Diabolocom, ce qu'on appelle Welcome Back. Donc, en fait, sur notre site, pour nos professionnels de santé, on va avoir un petit bouton pour être rappelé automatiquement. Et les pharmaciens vont pouvoir indiquer, en fait, l'heure sur laquelle ils vont pouvoir être rappelés. On s'est dit que ça serait vachement utile. Donc, très concrètement, le web callback, c'est un petit bouton, c'est quand même un petit call to action sur le site ou sur une phase de chat? Non, c'est sur le site, avec une demande soit de rendez-vous en fait avec nos commerciaux, mais également là, ça va être d'être rappelé.
On va avoir les deux types, en fait. Juste un clic. En un clic. Ah oui, en un clic. D'accord. Alors, c'est sur le site professionnel Oui. qui est dédié Oui, bien sûr, oui, je me doute aux usines. C'est grand pas sur le public. site grand public encore. Ça Voilà. serait plus compliqué, effectivement, à gérer. Également, en fait, on est en train de mettre en place la distribution intelligente des emails. Donc, pour l'instant, on utilise un client que tout le monde utilise sur le marché, mais là, on va les incorporer dans Diabolocom D'accord. pour que Diabolocom traite l'email et sache à qui il doit distribuer au mieux en fonction de la compétence de l'agent. D'accord. Ça, c'est notre deuxième projet avec Oui, parce que Diabolocom. métier de santé, donc il doit y avoir beaucoup de technicité et d'expertise. Il y a beaucoup de sujets. On peut avoir des sujets de vente, on peut avoir des sujets de cas de pharmacovigilance. On a beaucoup de compétences qui sont derrière et qui doivent être... on doit apporter une réponse. Vous disiez que c'est trois pôles, c'est ça? Exactement. D'accord. Et la dernière, en fait, c'est la récupération du feedback post-appel Mhm. des pharmaciens qui appellent notre service client. D'accord. Donc avec un système de notation pour que nous, on sache si on est dans la bonne voie, dans la bonne direction et d'établir des plans d'action. D'accord, très bien. Frédéric, David, Laurent, vous avez des conseils pour être efficace en télétravail? Alors oui, par rapport au télétravail, le principal risque est effectivement de se couper, de perdre ses repères professionnels et temporels, d'avoir cette mixité, enfin ne plus très bien savoir où est la frontière entre le travail et la vie privée. Donc déjà, première chose, c'est finalement instaurer une sorte de routine, c'est-à-dire avoir un cadre, se créer un cadre. Et se définir des limites, ne pas oublier de faire des pauses de manière à s'aérer l'esprit. Après, il y a un deuxième écueil à éviter, c'est de perdre le contact avec ses collègues. Il est vrai que dans un environnement professionnel, en tout cas dans des bureaux, vous avez la possibilité de rencontrer différentes personnes. Donc ça favorise finalement l'intelligence collective, toutes ces réunions informelles au cours desquelles on peut trouver des solutions à des problématiques ensemble. Ça, c'est beaucoup plus dur à distance. Et même s'il y a des outils digitaux qui permettent finalement de communiquer, d'échanger avec les autres. Mais finalement, ces possibilités d'échange, elles sont limitées au premier cercle de contact. Les personnes avec qui vous n'avez pas forcément de lien, mais en les croisant dans les couloirs, vous échangez sur un sujet et puis finalement, ça apporte un élément de réponse à une problématique plus globale. Ça, vous ne l'avez pas. Ah ouais. Donc, c'est compliqué, mais finalement, en se définissant une routine pour rester dans une bonne forme physique et mentale, et en allant vers les autres, en cherchant, démultipliant les possibilités d'échange, on arrive à pallier ces quelques contraintes. D'accord. Et justement, de votre position de dirigeant, c'est quoi, ça serait quoi, vous, vos préconisations sur le côté on n'a pas l'informel qui peut servir sur l'intelligence collective? Ça serait quoi votre remède face à ça, vous? Moi, très clairement, une organisation 100% télétravail, pour moi, n'est pas efficace. Un mix présence bureau, présence télétravail, oui, est quelque chose d'efficace. Après, je tempérerai mes propos en fonction des profils des personnes. Il est évident que quelqu'un qui est par exemple développeur et qui est dans son code la plupart du temps, qui a besoin de calme pour se concentrer, aura moins besoin peut-être de ces échanges informels. Et en tout cas, ces échanges peuvent être bien gérés de manière avec des outils de collaboration à distance. Quelqu'un qui va plutôt être dans un département, dans le marketing ou dans le commerce, cette présence et ces possibilités d'échange qui sont permises lorsqu'on est au bureau sont clés. Donc, ça dépend, des positions au sein des entreprises, et puis deuxièmement, c'est 100% télétravail, non, 100% bureau, non plus. Donc après, il y a un mix à définir et à adapter en permanence, et ça dépend également, troisième point, je voulais souligner, ça dépend des capacités des gens également à être efficaces en télétravail. Il y a des gens qui disent moi je ne sais pas, télétravail, je ne suis pas à l'aise, je préfère être au bureau, et puis d'autres qui disent moi au bureau j'arrive pas à me concentrer, je travaille bien mieux chez moi. Donc après, le curseur, il est ajusté en fonction des départements, en fonction des personnes, et puis au cours de l'année, ce curseur peut également évoluer. Oui, parce que finalement, des fois, on se dit que télétravailler, c'est un peu avoir maintenant le quotidien d'un freelance. Oui, effectivement, on est confronté à soi-même et ça peut déstabiliser.
Mais voilà, donc les réflexions que l'on a, c'est finalement que les bureaux finalement deviennent un peu une sorte de lieu de coworking où les gens se retrouvent mais coworking pour l'entreprise, dédié à l'entreprise, où les gens se retrouvent, Oui. échangent, et puis finalement quand ils sont sur des tâches où ils ont besoin d'être concentrés, puissent les faire à partir de là où ils veulent. Donc là, on est un peu vraiment sur le télétravail, pas remote, pas home office, ni au siège. On est vraiment sur des lieux tiers, on va dire, un peu, où les gens pourraient se retrouver effectivement pour... Et après, voilà, on a cette expérience à la fois au sein des Bolocom de personnes complètement au bureau. C'est ce qu'on avait, ce qui était en vigueur en France. Et puis, à l'opposé, on a l'expérience aussi de personnes quasiment 100% remote. Nos équipes en Allemagne travaillent pour la plupart à partir de leur domicile. C'est lié aussi à l'organisation de l'État allemand, qui est complètement décentralisé, et on a besoin de présence à différents endroits. Donc on voit les avantages et les inconvénients de chacune des organisations, et après c'est trouver le juste équilibre finalement. D'accord, d'accord. David, votre avis sur le sujet, les conseils pour vous, pour être efficace? Frédéric, effectivement, a balayé un petit peu un cadre assez large et sur lequel on se rejoint avec lui. Moi, j'apporte une importance assez poussée sur le lien, de conserver effectivement le lien, d'avoir cette nécessité de toujours mettre en place ces points d'échange. Pareil, de la même manière, aujourd'hui, moi j'ai bien ressenti que dans mes équipes, tout le monde était véritablement ouvert à vouloir poursuivre le télétravail. Voilà, j'ai commencé à tâter un petit peu le terrain, à apprendre le ressenti, parce que ces 3 mois passés ensemble, ou même avec toute la partie du centre de contact, c'est très bien passé. Tout le monde, parce que peut-être aussi, alors je ne sais pas dire, mais bon, Biogarant, on a quand même une moyenne d'âge de 35 ans, c'est des gens qui sont hyper appétents à tous ces outils digitaux, ils n'ont aucune difficulté à les utiliser, mais malgré tout, on croise quand même quelques personnes qui n'étaient pas forcément à l'aise avec ce mode de télétravail et qui, à un moment donné, a ses limites pour eux, ce que l'on entend. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette réflexion aujourd'hui de se dire, il existera sûrement un mode hybride. Un mode hybride. C'est cette réflexion qui est en train d'être posée chez nous. D'accord. Et Laurent, pour... Alors moi, je rejoins complètement Frédéric, c'est déjà d'apporter un cadre. Et pour moi, le cadre, c'est déjà la petite pause café du matin qui va très bien. Ensuite, ça va être d'organiser vraiment sa journée et le faire la veille, parce qu'on va avoir des journées qui vont pouvoir défiler très vite. Et surtout, comme on n'est pas dans un espace dans les bureaux pro-travail, ça va commencer à se déstructurer. C'est-à-dire, on va être sollicité de toutes parts, enfin moi en tout cas dans mon métier, par des métiers ou d'autres chefs de projet. Et donc, il va falloir aussi être réactif, détecter les bonnes urgences et également être flexible. C'est-à-dire, on va devoir passer d'un sujet à un autre très rapidement, ce que je n'aurais pas forcément fait quand j'étais au bureau, en fait. Là, chez moi, ça va être vraiment facile. En fait, on a une facilité d'accès avec les outils qu'on dispose aujourd'hui pour solliciter les gens. Oui. Du coup, il faut faire attention à ça. Et également, pour être efficace, ça va être aussi de comprendre vraiment les personnes qui sont en face de nous par rapport à leur situation professionnelle et personnelle, parce que du coup, tout ça est mélangé. Et quand on peut solliciter quelqu'un, le souci, c'est qu'il peut y avoir des enfants ou d'autres choses. On a quelque chose qui ne serait jamais arrivé. Et il va falloir en fait faire avec et des fois changer de sujet pour mieux avancer, revenir vers la personne. Je vois. Et moi, je sais que je portais une attention assez particulière par rapport aux gens de mon équipe, sur lequel je leur disais, effectivement, il faut qu'il y ait un cadre. Mais c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'il faut dépasser et de terminer à 20, 22, 23, 24 heures. Parce qu'on peut être tenté, en fin de compte. On est chez soi, l'outil, il est toujours à disposition. Je leur ai demandé de savoir décrocher de temps en temps. Moi, j'avais la facilité de me dire à un moment, à 22 heures, de reprendre et de dire, hop, je recommence. Là, pendant le confinement, oui, des fois, on recevait des mails à des horaires assez étonnants. Et là, c'est de se dire, ce droit de décrocher, il faut se l'appliquer. Enfin, je veille surtout, moi, à ce facteur humain où je leur dis, attention, allez pas en faire de trop, veillez à ce cadre de rester dans des horaires qui soient assez
qui soit clair, quoi. Et dans ces cas-là, l'idée pour vous, c'est d'avoir d'imposer un cadre, une gestion très timée de son emploi du temps, être contrôle fric un peu, si je tire le trait à l'extrême, ou au contraire de dire c'est une façon de responsabiliser, de mettre de l'autonomie chez nos collaborateurs, et après on les accompagne dans cette forme d'autonomisation en fait. Ah oui, tout à fait. Mais, alors, ils ont toute leur autonomie, mais attention à ne pas dépasser un certain cadre. Et puis, voilà, derrière ça, tout à chacun, d'un seul coup, votre bureau, il devenait, enfin, votre lieu de vie devenait aussi votre bureau. Mm-hmm. Et c'est de savoir faire la part des choses à un moment donné. Voilà. Moi, je me suis vu, je vais vous donner un exemple qui va être assez drôle, je me suis vu sortir de ma douche. Ouais. Voilà. Et d'un seul coup, je dis, tiens, il faut que j'envoie ça. Et... Ouais. Non, mais c'est bon, je sors de ma douche, il faut que tu décroches, David. Ouais. Voilà. Ah oui, le bureau est partout. Oui, le bureau, il était partout. Il était dans ma cuisine, il était dans ma chambre, il était voilà, dans toutes les pièces de vie qu'on a. J'ai une dernière petite question avant d'entamer justement le moment de questions-réponses des visionnautes. Vous, en tant que manager et dirigeant, c'est quoi les signes de décrochage justement du collaborateur quand vous sentez, là, ce collaborateur, il est un peu dans le mal, il commence à fatiguer, ou il est un peu moins sérieux, ou il commence à rendre les choses en retard, ou il bosse plus comme avant. C'est quoi les indices à distance que vous percevez, vous, en tant que manager, et puis Frédéric, vous, en tant que dirigeant? Alors, c'est pas une question de sérieux ou autre, c'est plus on décèle des personnes qui deviennent plus tendues, qui ont des réactions plus impulsives, et ça, ce sont des signes avant-coureurs. Ouais, le stress, l'absence de prise de recul, on voit c'est un peu comme vous avez fait une grande compétition sportive, à la fin vous êtes fatigué, et puis vous réagissez un peu du tac au tac sans cette prise de recul, et quand on commence à détecter les tensions entre des équipes, là il y a quelque chose qui ne va plus. D'accord. Je confirme. De la même manière, parmi des points que j'ai eus, j'ai bien, au bout des réunions qui étaient régulières, j'ai eu parfois à capter que certaines tensions, ou voire même parfois une ou deux personnes qui se présentaient plus à certains points. Donc dans ces moments-là, il est important très vite de prendre le contact, de s'assurer que tout va bien, que dans leur environnement ça va aussi, voilà. Parce que... Puis plus compliqué aussi à distance de le faire aussi. Oui, compliqué, mais c'est là où il faut avoir aussi cette ouverture d'esprit, savoir s'ouvrir, comprendre un peu comment vit l'agent cette situation, voilà, d'être confiné. Vous avez celui qui a la chance d'avoir une maison et un jardin, et puis vous avez celui qui est enfermé toute la sainte journée dans un studio et qui en plus son volet roulant est cassé. Et je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai réalité, et quelqu'un qui vit ça pendant presque 2 mois, parce qu'effectivement, il ne peut pas... Et puis après, il y a les personnes qui ont des enfants qui ont leurs enfants en plus à gérer. Donc c'est un peu c'est pas le cumul des mandats, mais c'est le double job. Un peu, voilà. Ouais. Ah ouais, la charge mentale, c'était un sujet. Voilà. Oui, voilà, la charge mentale. Donc on veille aussi à ce que ça soit sous contrôle. D'accord. Laurent, un petit mot pour conclure sur... Alors moi, un mot pour conclure, c'est vraiment avoir un feedback, c'est de récupérer le feedback de toutes les personnes avec qui on va travailler. C'est hyper important, ça leur permet déjà un petit peu de vider leur sac, mais de parler, de sortir un petit peu de leur bulle, et également aussi de le traiter avec eux, en fait, ça. Et un feedback quotidien, hebdomadaire Non, alors pour moi, un feedback, ça doit pas être... processé Processé, exactement. Il faut le récupérer quand il faut, également en donner quand il faut, quand on juge opportun de le faire. D'accord. Merci Laurent, merci David, merci Frédéric. Merci. On va passer au moment de questions-réponses, mais avant un tout petit jingle. De retour sur le plateau d'Agora News Expérience Client, avec Brice en voix off qui va poser les questions des visionnautes à Frédéric, Laurent et David. Bonjour Brice. Bonjour. Est-ce que vous avez dû adapter les KPI suivis lorsque les équipes étaient en télétravail? Et lesquels? Il ne m'a pas semblé. Non. Non. On n'a retouché à aucun de nos KPI. Enfin, en tout cas, sur la partie plateau relations clients, on avait déjà nos KPI, nos wallboards qui nous parlent. Donc, non, on n'a pas eu du tout à les adapter, pour le coup.
Très bien. Brice, une autre question? Est-ce qu'on pourrait imaginer un centre de contact avec des téléconseillers en télétravail issus de pays différents? Ah, c'est une sacrée question. C'est une excellente question. Alors nous, après, peut-être, mais dans notre secteur d'activité, non, parce qu'en fait, on doit être vraiment proches les uns des autres, avoir la même culture d'entreprise. Et ça se fait également sur la localisation. Oui, il y a des spécificités de marché en fait très fortes. Exactement. Puis peut-être le côté aussi légal qui n'est pas le même au C'est niveau. pas le même selon les différents pays. Ouais. Donc ça demanderait d'avoir des super conseils. On a l'exemple d'un de nos clients qui est Unitrack Caterpillar, donc l'un des 5 distributeurs officiels de Caterpillar au niveau mondial, qui couvre l'Angleterre, tous les pays d'Afrique anglophone, le Moyen-Orient et la Russie, qui, pendant la crise, a fonctionné avec des personnes travailler à partir de leur domicile et dans plus d'une dizaine de pays. D'accord. Et ça a très bien fonctionné. Très bien. Mais après, c'est une organisation qui est déjà dans un fonctionnement très international. Oui, ça a été de base, oui. Là effectivement, c'était pas segmenté comme vous. Brice, une autre question? Question très simple, quelles leçons tirer de cette crise, selon vous? Il faut savoir se remettre en question et bouleverser même nos méthodes de travail. Elles peuvent être bouleversées du jour au lendemain. Est-ce que vous avez le plus bouleversé, vous, personnellement? Ça a été un peu tout, en fait. L'organisation de nos journées sont bouleversées, le mode de communication également, les rapports humains aussi. Parce que moi, en fait, personnellement, au bout de 2 mois, c'était quand même assez difficile de plus voir vraiment mes contacts, quoi. Donc on a organisé des points de café pour que ça soit vraiment informel. Et ça a été important. Ouais. On a adapté aussi avec le temps nos réunions. Voilà, on les a rendues un petit peu plus festives aussi. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on fait des points sur le suivi de nos projets qu'il ne faut pas rendre ça un petit peu plus fun ou funky. Et là, on jouait sur quel était ton état d'humeur musical. Donc voilà. Donc voilà, je suis dans un état d'esprit rock, funk. Enfin, voilà, on essayait de donner une autre saveur. Voilà. D'accord. Et vous, Frédéric? Le retour d'expérience, c'est on a une activité très chargée et le principal défi, c'était vraiment de mettre une limite entre la vie professionnelle et la vie privée. D'autant plus qu'avec le confinement, on ne pouvait pas trop sortir. Ah ouais. Donc il y avait ce côté un peu finalement abrutissant. Ouais. Vous imaginez, moi je passe mes coups de téléphone en marchant dans mon appartement. Ma compagne n'était pas très heureuse de voir des traversées d'appartements à longueur de journée. Mais je porte pas de talons dans l'appartement. Mais il y avait quand même un aspect positif. Enfin, moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait eu ce challenge du jour au lendemain que les gens puissent se retrouver confinés, enfermés. Et ils ont tous su s'adapter véritablement. Plus ou moins bien, plus ou moins dans le temps. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Et s'approprier des outils qu'on avait commencé à mettre en œuvre, mais pour lesquels il n'y avait pas une totale maîtrise. Mais pour le coup, ils n'avaient pas d'autre choix que de passer à la vitesse supérieure et de se les adapter. Et pour le coup, ils s'en sont tous appropriés. Oui, je rejoins ces propos. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a observé, c'est que en fait, cette crise a aussi accéléré de manière phénoménale le déploiement de solutions chez des projets qui étaient en cours, chez nos clients, mais dans une logique de pouvoir être prêt pour le télétravail. Donc ça a fait sauter beaucoup de digues. Certaines organisations qui pouvaient être réticentes et autres, finalement, elles se sont rendues compte qu'il y a toujours des solutions et que leur activité pouvait continuer à fonctionner parfaitement dans une organisation éclatée, enfin décentralisée. Et que finalement, ça permet d'enlever un peu les œillères, ce genre de crise, d'expérimenter de nouveaux modes d'organisation et puis ensuite d'en tirer des retours d'expérience pour ensuite définir une nouvelle organisation, enfin, du moins faire évoluer l'organisation existante et prendre le meilleur de chaque type d'organisation. Oui, parce que là, le sujet consultant, c'est effectivement l'évolution des modèles d'organisation. Et finalement, hier, on parlait à peu près à la même heure des notions de prise de risque et autres. Oui. Finalement, on a incité, les gens ont été contraints de prendre ce qui pouvait s'apparenter à des risques et qui finalement apportent un bénéfice réel aux organisations. Moi, la question que je me pose, c'est aussi la question des économies d'échelle. C'est un peu notre modèle d'entreprise au final.
Historiquement, on est parti de l'industrie, on a rassemblé les ouvriers, puis après on a rassemblé dans le même modèle les salariés. Aujourd'hui, on se dit, bah non, en fait, quand tous les salariés sont éclatés à domicile, bah, ça fonctionne quand même. Oui, mais en fait, parce que derrière, vous avez, il y a eu un développement qui permet aujourd'hui ce mode de fonctionnement décentralisé. C'est l'explosion des télécommunications. Il y a 20 ans, il n'y avait pas cette bande passante qui aujourd'hui est abondante et pas chère et qui permet d'être connecté de n'importe où. Je crois qu'il y a même des antennes 5G qui ont été déployées au pied des stations de base de l'Everest, pour vous dire. Ouais, donc, finalement, aujourd'hui, on peut, quel que soit l'endroit où on est situé, on peut se connecter à l'ensemble des outils dont on a besoin pour dialoguer et communiquer avec les autres. La seule chose à conserver, c'est le lien humain et finalement cette intelligence collective qui est que le numérique ne peut pas complètement substituer. Ce qui est rassurant. Ouais, c'est sûr. Sinon, vous mettez des gens dans des cases et finalement, c'est la prison. La prison, chacun reste chez soi. Bah oui, moi j'ai un peu mieux compris. J'ai oublié son nom, le président d'Afrique du Sud. Nelson Mandela. Nelson Mandela, oui, par rapport à justement, ils sont emprisonnés. Bon, rien à voir, hein, mais se dire que l'enfermement, ça joue un peu sur la façon de penser. Brice, je m'égare, vite une question. Y a-t-il eu des réticences de certains collaborateurs à l'écoute à distance des conversations et comment y avez-vous remédié? On le faisait déjà avant. Oui, voilà. Enfin, on a reproduit ni plus ni moins ce qui existait sur le centre de contact à l'extérieur. Donc la double écoute, ils le savent, elle est là. Elle est en plus de ça, elle est là pour améliorer la qualité du service, pour que le téléconseiller apporte un conseil plus juste. Donc non, on n'a pas eu ça. C'est pas vu comme du flicage, c'est vraiment vu comme de l'accompagnement, accompagnement, comme le dit David. Et ça a été maintenu. Peut-être qu'il y aurait eu un peu plus de pression entre guillemets pour les nouveaux collaborateurs, mais ce qui se serait passé également sur le plateau. Oui, finalement. Pour les nouveaux collaborateurs, ce qui a été mis en place, c'est que les superviseurs avaient un point avec eux très très régulier, ils étaient suivis. Frédéric, votre avis sur le sujet? Finalement, c'est comme à chaque fois, c'est une question de culture de l'entreprise et c'est une question d'attitude des managers. Tout peut être flicage ou tout peut être vu comme un moyen de faire progresser les gens. Ça dépend de la manière dont c'est amené et de l'attitude des managers. On revient à l'humain. Oui, tout à fait. Brice, peut-être une dernière question? Oui, est-ce qu'il y a des points sur lesquels aujourd'hui vous pensez être mieux préparé dans le cas où il y aurait une deuxième vague? La question est bonne parce que effectivement, actuellement, on en tire un retour d'expérience. Donc, on vous dit que tout a été parfait, oui, mais on peut encore améliorer nos outils. Et là, on pousse encore aujourd'hui à, on ne l'espère pas, mais s'il y avait une seconde vague qui arrive, à pouvoir encore donner des outils plus performants, avec un peu plus de confort, et travailler aussi pour nos clients et leur ouvrir de nouveaux canaux. Le contact que vous aviez précédemment, aujourd'hui, on pense de plus en plus à la visio. Oui. On y pense et on sait que c'est quelque chose que l'on va sûrement mettre en œuvre. Alors, je ne veux pas dire que ce sera lors de la phase de confinement, mais c'est un nouveau canal que l'on va ouvrir. Au final, le confinement a pensé ça vous fait penser à d'autres canaux, tout simplement. Automatiquement, et puis on a une activité alors pour le centre de contact, il pourrait faire de la visio, mais on a aussi des gens du terrain et qui pendant ces 3 mois n'ont pas pu aller visiter les bien sûr. Et que eux peuvent continuer à ce moment-là en faisant des rendez-vous par visio parce que le commerçant, parce que le pharmacien est un commerçant, quand vous passez peut-être 1 heure au téléphone, peut-être pas l'intérêt, mais de voir la personne, ça crée peut-être un petit peu plus un contact plus chaleureux. Voilà. Moins long. C'est très moins. Frédéric, sur la question. Oui, effectivement, sur les parties visio est effectivement un canal de communication complémentaire et pertinent.
toujours la même chose, hein, selon les cas d'usage, mais on a l'exemple d'Air Liquide, un de nos clients qui on fournit le système de Visio Contact Center et ça leur permettait déjà avant d'éviter des visites de techniciens sur site. D'accord. Et on peut imaginer que ça laisse entrevoir aujourd'hui la possibilité de substituer des contacts à distance à des rendez-vous sur site. Donc c'est-à-dire qu'en temps réel, la personne avec en fait, une caméra... le smartphone, vous montrez par exemple votre équipement ou autre, et le conseiller à distance lui permet... Il envoie via WhatsApp ou... Non, c'est pas une vidéo que vous envoyez, c'est un canal, c'est comme si vous aviez... D'accord, en visio. En visio, du temps réel. Et vous avez la possibilité de montrer, par exemple, votre équipement qui aurait un problème ou pour lequel vous avez besoin d'assistance, et ça évite un déplacement. Donc ça a une vertu à la fois écologique, dans la logique de développement durable, de réduction des transports, de gain de temps, et puis également vous avez accès potentiellement à des experts plus qualifiés, parce que finalement, au lieu de faire 10 rendez-vous dans la journée, ils peuvent en faire 20 en supprimant les trajets. Oui, ça permet d'optimiser les tournées, oui, effectivement. Et puis, sur l'autre point que soulignait David, c'est on a également discuté, pas mal échangé avec nos clients qui ont, au cours de cette crise, reconfiguré, en tout cas défini des scénarios avec pour leur force de vente, où tout se ferait à distance si, par exemple, une deuxième vague arrivait. Ou même par la suite en disant on va faire peut-être un mix et pour certains types de clients on peut gérer des ventes à distance et par exemple substituer des équipes de télésales, donc vendeurs sédentaires, à des visiteurs médicaux, à des visiteurs sur site. Donc ça ouvre donc en fait, cette crise finalement a catalysé une réflexion et a permis aux entreprises, les a contraintes d'explorer de nouvelles voies, de nouveaux modes d'organisation. Oui. Je vois l'effort en plus, je fais juste un parallèle avec ma grand-mère qui a utilisé Teams. Hein. Donc là, je me dis, voilà, ça prouve un peu les bonds de géants qu'on a réussi à faire tant à la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Une dernière question, Brice, peut-être ? Oui, une dernière question. Selon vous, quelle serait la place de l'IA dans ce type de situation de crise ? L'avez-vous envisagé ? Alors, on l'a déjà envisagé. Pour l'instant, on ne l'a pas retenu. Mais l'IA, pour nous, elle va avoir en fait... ça va être d'enlever des petites tâches qui sont peu de valeur ajoutée, exactement, David, à notre centre de contact par rapport à des réponses sur lesquelles on pourrait les automatiser. Pour l'instant, on n'est pas parti sur cette voie-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de conduites de changement à faire avec des mentalités. Et également, on doit faire très attention avec l'emploi également. On est sur un domaine qui est assez sensible. Et je rejoins Laurent, c'est qu'on y pense et effectivement on ferait des focus sur des domaines ou sur des questions assez précises. Par exemple, le cas de la pharmacovigilance, on ne pourrait pas le faire, puisque sur la tonne de molécules qu'il y a, et puis là on est véritablement sur de la santé. Donc il n'y a pas encore d'outils assez poussés encore pour être en capacité de répondre à un pharmacien, et sur des cas qui sont assez particuliers, et sur des thèmes et des noms de molécules qui sont... Même nous, quand même, avons du mal à... Et puis faire remonter un symptôme, c'est pas évident non plus. Voilà. Donc, un effet secondaire... Et qu'il soit juste. C'est ça, il faut savoir jauger. Là, pour le coup, il y a un rapport humain qui est obligatoire encore. D'accord. Oui, enfin pour moi, l'IA, ce n'est pas un sujet spécifique à la crise. La véritable question, c'est est-ce que les équipes commerciales, services clients étaient en mesure de continuer à travailler. L'IA n'est qu'un moyen finalement de gérer des tâches qui peuvent être plus ou moins simples et en tout cas répétitives avec des systèmes automatisés. L'IA apportant finalement cette capacité d'auto-apprentissage et à se configurer et à s'améliorer de manière permanente. Donc finalement, on parle de services automatisés et la question, c'est quelles sont les tâches qui peuvent être traitées de manière automatique versus celles qui nécessitent une intervention humaine. Et on a vu dans nos discussions aujourd'hui que le lien humain était important. Donc, crise ou pas crise, l'IA, le sujet de l'IA est un autre sujet. Mais vous ne pensez pas, Frédéric, que le confinement a obligé les entreprises à utiliser des outils digitaux, à accélérer beaucoup de choses? Mais si, mais les outils digitaux, c'est pas forcément... ce sont des outils de communication. Ça arrive bientôt? Ce sont des outils de communication. L'IA vient en complément de ces outils de communication, mais que vous soyez à domicile ou ailleurs. Ouais. C'est pas...
c'est pas spécifique à un mode de télétravail ou un mode à distance. Ce que l'IA peut apporter, parce que les services automatisés qui ont de l'IA ou non dedans, ce qu'ils ont pu apporter, c'est un renfort si vous aviez une partie de vos équipes qui n'étaient pas en mesure de travailler. Et ça, pour gérer aussi ces pics d'appel. Ouais. Et nous allons terminer là-dessus. Les pics d'appel sont des sujets que vous pouvez avoir également en mode de fonctionnement normal. Et un pic d'appel peut également intervenir parce que vous avez des effectifs réduits. D'accord. Excusez-moi, le temps tourne. Oui, c'est passé super vite. Merci pour cet échange riche. Merci Laurent, merci David, merci Frédéric. C'était vraiment un chouette échange. Merci également à nos partenaires institutionnels, l'INRC, Stratégie Client, élu service client de l'année 2021, Sens du client, l'Institut du commerce et puis enfin un grand merci comme d'habitude aux équipes d'Agora Manager et aux équipes d'Agora Média. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour parler de relations clients et croissance avec Mickaël Lefebvre de Genesis et Lionel Florence d'Helpline. Je vous dis à tout de suite. Gotta mix it up with the feeling, 'cause some about the fucking beat just sounds so familiar.